Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin. Il a suffi d'une phrase, le mardi 4 mars dans la soirée, une phrase prononcée devant les députés conservateurs par le futur chancelier Friedrich Merz. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? C'est juste indispensable, a dit Merz, et le totem sacré du frein à la dette est tombé. Un chèque en blanc pour la défense, des centaines de milliards d'euros pour les infrastructures, les négociations de coalition avancent tambour battant, car on a commencé à l'envers en réglant d'emblée la question du financement, mais il faut encore convaincre les Verts de soutenir la réforme constitutionnelle. Alors à quoi assiste-t-on en ce moment en Allemagne ? Une leçon de pragmatisme ou un rattrapage désespéré ? Le sens de l'État ou une trahison du vote populaire ? Merz veut être chancelier avant Pâques, quoi qu'il en coûte. Bienvenue dans un épisode enregistré le jeudi 13 mars 2025. Il est presque 18h et voilà où on en est, moins de 3 semaines après les élections et à l'issue d'une journée parlementaire intense et tendue. Le Bundestag s'est penché en première lecture sur la double proposition de la future équipe au pouvoir, la création d'un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les infrastructures et la levée du frein à la dette pour les dépenses militaires à partir de 1% du PIB. Sur la table, il y a aussi un assouplissement des règles d'endettement pour les lenders, puisque quitte à réformer la Constitution pour toucher à ce frein à l'endettement, autant s'attaquer à tous les points faibles de cette règle d'un coup. Mais, pour l'instant, les Verts bloquent ce vote. Et après cette journée au Bundestag, on se dit que c'est mal parti pour avoir un accord d'ici le 18 mars, c'est-à-dire mardi prochain. Les nerfs sont à vif. Dans l'épisode précédent, on vous avait raconté pourquoi Friedrich Merz devait aller très vite avec cette réforme. Il lui faut une majorité des 2/3 des parlementaires et arithmétiquement, ça ne sera plus aussi facile une fois que la nouvelle Chambre des députés sera constituée le 25 mars sur la base des résultats électoraux du 23 février, car ensemble, l'extrême droite et l'extrême gauche disposeront alors d'une minorité de blocage. Et donc voilà Friedrich Merz, futur chancelier allemand conservateur, en mission milliard, le fils spirituel de Wolfgang Schäuble, qui choisit finalement le chemin de la dette au nom de la sécurité, quoi qu'il en coûte, a-t-il dit, plagiant Mario Draghi ou encore Emmanuel Macron pendant la pandémie. Il y a aussi un peu de Merkel dans tout ça, pour la souplesse dans les compromis. Bonjour Cécile Boutelet. Bonjour Hélène. Journaliste pour le journal Le Monde ici à Berlin, spécialiste des questions économiques et financières. Cécile, avec toi, je voudrais qu'on raconte en fait tout simplement l'histoire de ce virage allemand, à quel moment tout s'est joué, comment et pourquoi. Officiellement le 4 mars, quand Friedrich Merz dit à ses députés qu'il enterre le frein à la dette, c'est parce qu'il redoute que Donald Trump annonce dans la nuit qu'il se retire de l'OTAN. Il leur dit ça tel quel, devant les caméras de télévision. Il est à peine moins dramatique. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Voilà, ça c'est le discours officiel, l'argument public. Mais les auditrices et les auditeurs du podcast le savent bien, on l'a dit plusieurs fois à ce micro depuis le mois de novembre. En réalité, cette décision, elle ne sort pas du chapeau de l'histoire. La presse allemande nous dit même que Merz a préparé ce coup. C'est plutôt convaincant. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Merz s'y préparait parce que Merz a développé une vision d'une Allemagne qui est capable de prendre un rôle de leadership. Cette notion de leadership qui est très compliquée en Allemagne, rappelons-le, en Allemagne on dit Führung, ça rappelle d'autres mots, il y a cette gêne allemande d'exprimer un leadership, même si elle le fait, mais elle ne l'assume pas, etc. Aujourd'hui, on a bien vu que ce besoin de leadership avait été exprimé en Europe. Si on n'a pas les finances qui vont avec, si on est engoncé dans une règle qui empêche d'appuyer sur le champignon au bon moment, c'est vrai que c'est pas très crédible. Ok, mais justement, si on parle de crédibilité, pendant toute la campagne, c'est la gauche, Olaf Scholz et le candidat des Verts, Robert Habeck, qui portaient cette position. Pas du tout Merz. Quand le chancelier sortant lui demande fin novembre, début décembre, justement de réviser la Constitution pour assouplir le frein à la dette, ce qu'on est en train de faire en ce moment, eh bien Merz lui envoie, on s'en souvient, une fin de non-recevoir très cassante, cinglante, arrogante au Bundestag. Les Verts lui ont refait cette proposition le 11 février dernier, et en vain également. Donc c'est quand même
très osé de la part de Merz aujourd'hui d'endosser le rôle du leader responsable et disruptif, alors qu'en fait, c'est pas lui qui est arrivé avec cette idée. Comment il gère la contradiction ? Ça faisait un certain temps, un certain nombre de mois, qu'il laissait entendre qu'il pourrait y avoir des assouplissements dans cette fameuse règle du frein à la dette. Donc, pour rappel, règle constitutionnelle qui interdit un déficit structurel de plus de 0,35% du PIB, qui a été donc adoptée en 2009 à une période de paix et de prospérité. Et donc, si on fait bien ces petits calculs, ce qui a priori sait faire, on voit bien qu'il y a un niveau où ça bloque. C'est pas comme si ça faisait 15 jours qu'on savait que l'Allemagne a fait des économies depuis 30 ans en déléguant sa sécurité aux États-Unis. Ça coûte très très cher. Et je pense que de plus en plus d'économistes, même à droite, en fait, même les plus libéraux, même contre la dette, je pense à l'Institut économique de Munich, l'IFO Institute, Clemens Fuest, disait que sur la défense, c'était justifié de recourir à la dette pour faire face à une menace imminente sur la sécurité. Donc Trump, la scène sidérante dans le bureau ovale avec Zelensky, tout ça, c'est qu'un prétexte pour Merz. Je pense qu'il avait besoin effectivement d'un signal extérieur qui soit suffisamment fort pour emporter le truc, dire c'est le sens de l'histoire finalement, pour emporter son parti qui se prétend quand même être un parti de gouvernement, donc il y a une responsabilité historique, de même que le SPD estime qu'il a une responsabilité gouvernementale, une responsabilité d'État pour faire ce qu'il convient de faire pour le pays. Et donc ça a été pratique cet élément extérieur. Ce qui est assez cocasse, qui est assez drôle, c'est d'avoir utilisé cette expression « whatever it takes », quoi qu'il en coûte, qui est, rappelons-le, une expression d'autorité qui avait été prononcée par Mario Draghi en 2012, à l'époque où il était donc président de la Banque Centrale Européenne, pour envoyer un signe au marché qui donc pariait sur la chute de l'euro pour dire « quoi qu'il en coûte, nous allons faire ce qu'il faudra pour sauver l'euro et croyez-moi, ça va suffire ». Donc c'est un signe d'autorité où on tape du poing sur la table, on met une grosse somme d'argent, on sort un bazooka, quelle que soit la façon dont on l'appelle, pour dire tout ce que vous essaierez de faire pour nous empêcher, pour nous nuire, ne sera pas, ça ne vaut pas le coup. Ok, je comprends le raisonnement de Friedrich Merz, mais je dois dire que je suis quand même assez surprise de la vitesse à laquelle il a réussi quand même à emporter l'adhésion de ses troupes en 3 jours seulement, car parmi les députés CDU, CSU, on a quand même beaucoup de purs et durs de l'austérité, qui n'étaient jusqu'à présent pas du tout réceptifs aux argumentaires sécuritaires. Les experts de la Bundeswehr, les experts de sécurité ont beau avoir pondu des rapports pendant des mois et des années, ça ne les faisait pas bouger. Mais le week-end dernier, il y a eu un game changer, une petite note rédigée cette fois par les économistes et qui aurait circulé parmi les députés. Je sais que tu as des infos sur cette histoire en coulisses. Raconte-nous, Cécile. Voilà, c'est 4 économistes qui sont donc Clemens Fuest de l'IFO, qui sont Jens Südekum de l'université de Düsseldorf, Moritz Schularik, président de l'Institut de Kiel, et le 4e, c'est Michael Hütter, qui est président de l'Institut de Cologne. Alors, ces 4 personnalités sont vraiment des très très grands noms du débat économique allemand. Ils incarnent, disons, une variété assez large d'opinions sur ce qu'il faut faire en économie, donc sur la politique économique à mener. Jens Südekum et Michael Hütter avaient déjà, il y a au moins 4-5 ans, dit qu'il y avait un problème d'investissement dans les infrastructures et qu'il fallait mettre 500 milliards, c'est le chiffre qu'ils avaient donné, pour rénover ces infrastructures vieillissantes en Allemagne. Pour que tout le monde comprenne bien, Jens Südekum, quand même, jusqu'à présent, c'était vraiment la bête noire des conservateurs de la CDU. Il y a 2 ans, je me souviens d'un échange assez musclé, je crois d'ailleurs que tu étais là aussi, Cécile, entre lui et Jens Spahn, justement de la CDU, sur l'endettement. En fait, ce qui a vraiment tout changé, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que lors de cette réunion par vidéo des économistes, il y avait Clemens Fuest. Et là, on a une caution libérale
de sérieux budgétaire qui a donné énormément de force à ce papier qu'ils ont sorti en fait dans le week-end en fait, où ils ont dit c'est simple, vous allez faire 2 fonds spéciaux hors budget, un pour les infrastructures de 500 milliards et un pour la défense d'à peu près 400-500 milliards. L'idée c'était de dire si vous proposez les deux, vous allez avoir un consensus entre la CDU-CSU et le SPD. Et c'est ce qui s'est passé. Énorme leçon de pragmatisme. On se croirait revenu dans les années Merkel quand elle reprenait les grandes lignes du programme du SPD pour boucler sa coalition sur le salaire minimum, sur le code de la nationalité, etc., etc. Mais quand même, que répondre à tous ceux qui disent maintenant que l'abandon de l'austérité ou la rigueur budgétaire, c'est une trahison énorme de la CDU vis-à-vis de son électorat? Comment est-ce que maintenant, les députés élus dans les circonscriptions vont pouvoir aller défendre cette position sur le terrain devant des sympathisants de CDU-CSU qui ont voté pour ce parti parce qu'ils voulaient de la rigueur budgétaire? C'est une question très intéressante. On peut parler de pragmatisme, mais aussi on peut parler de sens de l'histoire et des responsabilités. Moi, je pense que le problème de l'ère Merkel, ça a été aussi qu'il y avait cette hésitation à prendre la mesure du rôle historique que l'Allemagne devait jouer. Le fait de ligoter tous les attributs de puissance dans des règles qu'on ne pouvait pas dépasser, ça a énervé énormément de monde et ça a certainement aussi bloqué l'Europe, aussi sur le plan économique en fait. Il y a des moments où il faut appuyer sur le champignon. En janvier, en plus, l'opinion publique s'était retournée. On avait eu un premier sondage montrant qu'une majorité d'Allemandes et d'Allemands étaient favorables à une réforme du frein à la dette, notamment pour faire des investissements dans les infrastructures, face à tous ces trains qui ne marchent pas, ces écoles qui n'ont plus de chauffage, les réseaux Internet trop lents, etc., etc. Au mois de septembre, je crois, il y a un pont à Dresde qui s'est quand même effondré. Donc, heureusement, il n'y avait personne dessus, il n'y avait pas de mort, mais un pays qui pouvait rire des ponts qui tombent en Italie se retrouve exactement dans la même situation. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper ce retard-là ? La CDU s'est bien rendu compte qu'en plaidant le sérieux budgétaire, on ne gagnait pas forcément des électeurs. Je pense que ça, c'était absolument clair. En revanche, l'incapacité de l'État de faire face à ses prérogatives, ça agace les gens. Et on voit très bien que le FDP, qui est quand même le parti du frein à l'endettement, le parti du sérieux budgétaire, est sorti du Parlement. Il a été sanctionné de manière historique. Et selon un sondage publié la semaine dernière, on a même maintenant 78% des Allemandes et des Allemands qui sont favorables à ces investissements dans les infrastructures. Réaction très positive également des marchés, des agences de notation. Les prévisions de croissance ont été revues à la hausse. Et c'est vrai qu'on l'oublie peut-être un petit peu. On se dit l'électorat de la CDU-CSU, il est attaché à la rigueur budgétaire. Mais il y a aussi toute une part de cet électorat pour qui l'économie, c'est très important et qui attendait une relance de l'économie avec Merz. Moi, je me souviens de conversations que j'ai eues avec des chefs d'entreprise, des petites entreprises, des PME. Voilà, les PME familiales qui sont installées dans des toutes petites villes de campagne en Allemagne, ils sont CDU en général. Eh bien, eux, ils demandaient une certaine radicalité. Ils me parlaient d'un effet Schröder. Intéressant. Schröder, donc c'est ce chancelier social-démocrate qui a adopté des réformes qui sont restées célèbres contre son camp en réalité. C'est-à-dire, il a baissé les prestations sociales, il a fait des réformes du marché du travail et c'est resté dans l'histoire comme un élément très fort qui a préparé la prospérité des années 2010. Je pense que psychologiquement, c'était un signe de leadership et de capacité d'un dirigeant politique à prendre les mesures qui s'imposent pour le pays sans se laisser enfermer dans une idéologie. Comme on le voit aujourd'hui, c'est loin d'être si facile. Et c'est assez intéressant de voir que maintenant, ce sont les Verts qui donnent des leçons de sérieux budgétaire à la CDU. On aura vraiment tout vu. Alors justement, parlons-en Cécile. Sans eux, Friedrich Merz peut complètement oublier sa réforme constitutionnelle et ça jetterait même un très gros discrédit sur ses capacités de leadership et il commencerait son mandat sérieusement plombé. Sauf que, et ça on l'a dit aussi plusieurs fois dans le podcast, il vient de passer toute la campagne électorale à fustiger le programme des Verts,
a humilié même leur candidat, Robert Habeck, désigné comme le pire ministre de l'économie de toute l'histoire de l'Allemagne, jusqu'à quelques heures même avant le scrutin. Le samedi soir, il les a traités de fous de gauche. Et la semaine dernière encore, on a le chef de la CSU bavaroise, Markus Söder, qui en a remis une couche. Goodbye, gute Reise, auf Nimmerwiedersehen. Alors Cécile, maintenant, comment rattraper le coup ? Ah oui, c'est très très compliqué. La CDU-CSU a été extrêmement maladroite. Et là, on a vu que les Verts passés dans l'opposition se réveillent et disent vous nous insultez, voilà, nous on va pas voter votre plan. Et ils mettent des conditions. Mais à la fin, ils vont voter ou pas ? Ils disent qu'ils vont pas voter. Évidemment, ils vont certainement voter au final, mais ils vont obtenir des concessions et surtout peut-être qu'ils se gardent aussi des cartouches pour la prochaine législature. C'est-à-dire que s'ils font un chèque en blanc maintenant, ils savent qu'on les appellera plus s'il faut trouver de l'argent dans les 4 prochaines années. Et c'est évidemment des manœuvres politiques, parce que sinon ils pourraient tomber dans l'oubli après avoir été gouvernés, après avoir eu raison sur le fond. Surtout, puisque c'est plus ou moins leur programme qui va être appliqué. Robert Habeck avait été beaucoup critiqué pour avoir dit il faut augmenter les dépenses de défense à 3,5% du PIB. Il l'avait dit au mois de janvier. À l'époque, tout le monde a dit mais ça va pas la tête, vous vous rendez compte, etc. Et maintenant, c'est la direction dans laquelle on va. Donc on voit bien qu'il avait raison sur le fond, mais on lui aurait jamais dit. Oui, Habeck avait aussi proposé un fonds d'investissement pour étaler les dépenses sur les réseaux des infrastructures électriques. Et même Merz le reconnaît maintenant, le programme des Verts n'était pas si déraisonnable que ça. Merz doit aussi quand même se faire pardonner parce que au moment où il a annoncé son plan massif, son bazooka, il n'a même pas cherché à dialoguer avec les Verts. Donc là, c'est de bonne guerre, ils se font un peu désirer. Merz, là, vient de mettre sur la table 50 milliards d'euros pour la transformation climatique et énergétique. On va voir si ça suffit aux écologistes parce que sinon, le risque de blocage, il est quand même très 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 important et on l'a bien vu au Bundestag, c'était quand même très tendu. On serre les fesses parce que toute l'Europe attend maintenant qu'il y ait un énorme plan Marshall, plus ou moins, pour la défense allemande, pour l'économie allemande, qui ferait repartir le pays, donc qui ferait repartir toute l'Europe. Je pense qu'on ne dit pas assez souvent combien des pays comme la Pologne, comme l'Italie du Nord, l'Espagne, même largement l'Europe de l'Est, sont dépendantes de l'économie allemande. Tout ça compte. Donc si finalement les Verts disent non, on aurait quand même une débâcle énorme. Et puis il y a une autre incertitude, c'est le verdict de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Elle a été saisie par l'AfD et par Die Linke qui se plaignent de ce vote en express, avec en plus les effectifs des députés élus en 2021. Mais visiblement, les juristes disent que ce serait conforme à l'esprit de la Constitution. L'ancien Parlement est en place et absolument en pleine capacité législative jusqu'au 24 mars. Alors Cécile, on va partir du principe que ça va passer la semaine prochaine, qu'on aura une majorité des 2/3. Est-ce que du coup, on pourra dire qu'on a un New Deal à l'allemande ? C'est des gros chiffres, mais il ne faut pas oublier qu'ils vont être dépensés sur une décennie, et que les besoins sont grands. Il y a un peu cette limite, et puis c'est la limite de comment cet argent va être dépensé. Sur l'augmentation des dépenses de défense, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier des dépenses de défense pour moderniser notre économie. Ça, c'est aussi une révolution en Allemagne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une limite de l'innovation. L'innovation devait servir aux civils, mais le militaire était tabou. Aujourd'hui, il y a cette idée de dual use, donc de double utilisation des innovations, c'est-à-dire on va développer des drones, on va vraiment développer l'intelligence artificielle sur le domaine de l'espace, où là, les Allemands se réveillent un petit peu. Là, on va le voir dans les prochaines semaines. Voilà, et comment toutes ces innovations qu'on va produire pour l'armement pourront être aussi utilisées dans le civil. Et on voit déjà qu'il y a des liens qui s'établissent d'ailleurs entre l'industrie de l'armement et le secteur de l'automobile qui pourrait rebondir en se mettant à produire pour l'armée. On a déjà des usines qui faisaient jusqu'à présent des pièces pour les voitures qui se mettent à basculer sur des châssis pour les blindés. Et en tout cas, tout ça, ça va nous donner des pistes de reportage et je suis certaine que tu nous raconteras ça très bien dans Le Monde. Merci beaucoup, Cécile. Et bonjour, Tobias Köpf.
Bonjour Hélène. Politologue chargé de projet à la Fondation Gensagen, qui travaille notamment sur les relations entre l'Allemagne, la France et la Pologne, le fameux triangle de Weimar. Avec toi, je voudrais qu'on revienne sur le volet défense de ce plan massif de la future coalition entre les chrétiens démocrates et les sociodémocrates. Donc c'est un plan qui a été très remarqué à l'international. L'actuel ministre de la Défense du SPD a parlé à terme de 130 à 150 milliards d'euros de budget par an pour la défense allemande. On va voir. Cécile Boutelet vient de nous expliquer que Merz a préparé ce coup en fait depuis pas mal de temps. Tout de même, Tobias, moi je pense que c'est pas un hasard si le conservateur brandit l'argument de Donald Trump pour convaincre ses députés et pour convaincre aussi l'opinion publique. Les États-Unis qui ne sont plus un partenaire fiable, c'est un moment de rupture historique pour l'Allemagne. Comment est-ce que tu nous décrirais peut-être ce qui se passe en ce moment en Allemagne? Comment est-ce qu'on vit ce moment ici en Allemagne? Oui, c'est certainement un tournant. C'est quelque chose qui met très très fondamentalement en question les piliers centraux de la politique étrangère allemande. Donc c'est vraiment un développement qui est difficile à digérer pour les Allemands. Il y a un sentiment d'abandon en Allemagne, je pense, parce qu'on comptait toujours sur une relation vraiment solide entre les deux pays. Et maintenant, on réalise que ce n'est plus le cas. C'est vraiment un choc. D'autant plus que l'Allemagne, elle n'a pas voulu faire ce tournant finalement. Elle le subit. Du coup, est-ce que toutes ces nouvelles orientations de politique étrangère et de politique de sécurité qui se mettent en place là à Berlin, est-ce qu'elles ont un caractère définitif ou bien est-ce qu'on espère encore ici peut-être qu'un jour les États-Unis reviendront à la raison et qu'en gros il suffit de faire le dos rond pendant quelques années en pariant un petit peu sur une défense européenne, en y contribuant un petit peu, mais en attendant globalement que le vent tourne à Washington? Oui, c'est vrai je pense qu'il y a toujours l'espoir quand ça va revenir comme c'était avant. Mais il y a de plus en plus de gens qui réalisent que il n'y a plus d'avant, quoi. Je pense qu'on réalise que le changement du côté américain surtout, c'est un changement fondamental qu'on peut voir depuis longtemps. C'est pas seulement la politique de Trump d'ailleurs, c'est aussi au sein des républicains les plus modérés, c'est aussi au sein des démocrates qu'il y a une tendance de s'éloigner de l'Europe. Donc c'est vraiment une tendance à long terme. Peut-être c'est pas encore définitive, mais c'est certainement durable. Et même au sein des plus atlantistes, en Allemagne, Friedrich Merz, qui est certainement un des politiques les plus atlantistes, je dirais, en Allemagne. Mais là, on réalise qu'ils ont compris, je pense que ça sera un changement durable. Donc là maintenant c'est bon, c'est sérieux, l'Allemagne va vraiment penser sa défense avec les autres Européens, parce que quand même en février 2022, quand Olaf Scholz débloque déjà un premier fonds spécial, 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr, la première chose qu'il fait, c'est s'en servir pour acheter des avions américains. Moi, personnellement, je pense que c'est sérieux, c'est très sérieux. Mais on ne peut pas dire au revoir à un tel pilier de stabilité pour l'Allemagne d'un jour à l'autre. Je pense que c'est un processus qui est en train de se passer. Mais je pense que oui, on est en pleine transformation. Mais ça prendra du temps à comprendre. Voilà. Ok, ça s'entend, l'Allemagne est traumatisée par ce qui vient de se passer, elle a besoin d'un peu de temps pour panser ses plaies, mais il y a aussi du travail à faire pour achever de convaincre totalement les partenaires européens, non ? Quels sont les échos que tu as venus de Paris et venus de Varsovie ? Bon, d'abord, je pense que les partenaires sont encore sceptiques ou méfiants. Quand les Polonais ils entendent les Allemands dire on va changer de politique, on va s'engager plus. Les Polonais, ils sont plutôt... je pense qu'ils craignent que les Allemands ne sont pas sérieux parce qu'ils ont déjà annoncé beaucoup dans le passé, mais ils n'ont pas vraiment traduit ça en politique. C'est pour cela que l'opinion aujourd'hui à Varsovie, c'est encore... alors, il faut mieux attendre ce que fait l'Allemagne vraiment. En plus, il faut aussi dire qu'il y a une différence de perception parce que les Français sont plutôt contents que... les Allemands s'éloignent un peu des États-Unis, qu'ils pensent plus européens. Mais par contre, pour les Polonais qui sont aussi ou même plus atlantistes que les Allemands, pour eux aussi, ça pose un grand problème, encore plus que pour l'Allemagne. Et je pense que c'est pour cela que les Polonais sont encore plus sceptiques que les Français. À ton avis, quels signaux est-ce que l'Allemagne doit envoyer maintenant pour prouver le sérieux de son engagement ? D'abord, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une bonne communication. Quand on regarde ce qui s'est passé les 2 dernières années, il y avait pas mal de malentendus.
Juste pour donner quelques exemples, il y avait le débat autour le projet ESSI, European Sky Shield Initiative, sur la défense antimissile. Oui, le bouclier aérien. Voilà, exactement, où les Allemands, ils ont fait une proposition sans l'avoir coordonnée avec la France, ni la Pologne. Donc, ça a créé des problèmes. Où, par exemple, il y avait une rencontre du Quad. Donc, c'était la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Allemagne à Berlin en, je pense, octobre 2024, où les Polonais n'ont pas été informés. Donc, il y avait plusieurs exemples où la communication du côté allemand a vraiment été maladroite. On dit que Olaf Scholz n'était pas toujours le bon communicateur, donc peut-être Friedrich Merz le fera mieux. Et deuxièmement, bien sûr, il faut mettre en œuvre les décisions qu'on n'a pas encore prises. Bon, il faut mettre en œuvre ce changement. Il faut transformer l'armée. Il faut vraiment investir dans l'industrie de défense allemande et européenne. Donc, il faut vraiment réaliser ce qu'on a promis. Est-ce que l'Allemagne a commencé à travailler à cela ? Est-ce qu'elle a en fait un plan de bataille en quelque sorte pour s'affranchir de la tutelle américaine ? Je pense que l'Allemagne n'a pas encore un plan de bataille. Nous sommes encore en train de digérer ce qui se passe en ce moment-là. Il y a certainement de grands débats au sein du ministère de la Défense autour de alors, qu'est-ce qu'il faut faire, notamment avec les leçons qu'on peut tirer de ce qui se passe en Ukraine. Donc, quels sont vraiment les systèmes d'armement qu'il faut, etc., etc. Donc là, vraiment, il faut réfléchir ou investir, parce que ça n'a plus de sens d'investir dans, je sais pas, plusieurs centaines de chars si à la fin on a besoin de drones. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une question essentielle. Je suis sûr qu'on y réfléchit derrière les coulisses, mais c'est pas encore arrivé dans le débat public. Bon, en gros, l'Allemagne, elle a quoi ? Elle a 4-5 mois devant elle pour s'y mettre sérieusement, parce que à l'été, il y aura le sommet de l'OTAN, où on va parler justement répartition des tâches, répartition des efforts à faire entre les différents alliés. Ça serait quand même bien si Berlin avait des idées assez claires sur ses capacités à ce moment-là. Et sur quoi on va pouvoir se baser ? Parce qu'en 2023, pour la première fois, l'Allemagne s'était dotée d'une stratégie nationale de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce texte ? Il avait été présenté au moment de l'exercice Air Defender 2023, donc mené par l'OTAN en Allemagne. Et en fait, ça avait surtout été le moyen de montrer comment l'Allemagne et les États-Unis travaillaient parfaitement bien ensemble dans le volet militaire. Ça ne tient plus maintenant. Sur quoi on se base ? Je pense qu'ils doivent absolument réécrire cette stratégie parce que ça base, comme tu as dit, sur la dissuasion américaine et sur une relation forte avec les États-Unis. Et vu que c'est mis en question en ce moment-là, il faut absolument que l'Allemagne repense ça. Est-ce que l'Allemagne a les moyens de le faire ? Je ne parle pas des spécialistes des questions de défense. Il y a des excellents experts ici, et d'ailleurs beaucoup d'expertes, c'est notable. Mais qu'est-ce qu'il en est du niveau politique ? Le grand problème, c'est que pendant des décennies, l'Allemagne a externalisé ce débat stratégique. Donc, elle n'a pas vraiment mené elle-même un débat sur ce que est l'Allemagne dans le monde, ce que fait l'Allemagne dans le monde. C'était vraiment des autres acteurs qui ont réfléchi, qui ont agi, et c'est l'Allemagne qui suivait. Il y avait une pensée économique du monde, certainement en Allemagne, mais c'était pas lié aux aspects de sécurité. Là, je pense qu'il y a un long chemin à faire pour vraiment développer une pensée stratégique. Je suis souvent frappée quand même ici de voir à quel point le personnel politique manque de culture militaire. Même Olaf Scholz, ces dernières années, il nous l'a bien montré. Il ne maîtrise pas du tout l'art de l'ambiguïté stratégique. Il a passé son temps quand même à dire publiquement quelles étaient ses lignes rouges face à Poutine. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop française sur ce coup-là, trop marquée peut-être par une culture gaulliste, en quelque sorte, ou bien tu confirmes que oui, il y a encore pas mal de travail à faire de ce côté-là ? Oui, absolument, tout à fait. C'est parce que quand on fait une carrière politique en Allemagne, c'est pas forcément les questions de politique étrangère ou de politique de défense qui sont importantes. Donc, la plupart des hommes et femmes politiques, quand ils commencent leur carrière ou quand ils poursuivent leur carrière, ils touchent pas vraiment aux questions de défense et de sécurité. Peut-être il y a quelques-uns qui sont dans des circonscriptions où on a des grandes bases du Bundeswehr. Peut-être là, c'est présent, mais pour le reste, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très peu développé. Ça change de temps en temps. Ici, à Berlin, on voit qu'il y a de différents forums qui se passent et qu'il y a des membres du Parlement qui participent. Mais on voit qu'il y en a très, très peu qui sont vraiment engagés dans le débat. Et c'est vraiment quelque chose qui est sous-développé en Allemagne. Comment réagit la population ici en Allemagne ? Est-ce qu'elle est en fait sensibilisée à ces questions ?
D'abord, je pense qu'il faut dire qu'il ne faut pas sous-estimer la population. On entend souvent en Allemagne que des hommes et femmes politiques qui disent on ne peut pas s'engager parce que la population ne veut pas que l'Allemagne participe à une telle ou telle opération militaire, etc. Je pense qu'en général, la population allemande est tout à fait prête à en discuter. Mais il faut aussi prendre le risque du côté des hommes et femmes politiques d'en discuter. Et comment on peut le faire ? Parce qu'en France, on connaît la méthode, on a la solution. On fait une allocution du président de la République à 20h en direct à la télévision, et puis voilà. Ici, évidemment, il y a pas mal de débats parlementaires. Mais est-ce que ça suffit pour faire passer le message et le faire passer rapidement ? Les grands discours, c'est pas trop le truc des Allemands. Je pense que le travail qu'il faut faire, c'est vraiment un travail sur le terrain. Il faut aller voir les gens. Il y a par exemple un projet de la conférence de sécurité de Munich qui s'appelle Zeitenwende on Tour. Ils sont allés avec leurs experts et aussi avec des hommes et femmes politiques dans les régions, vraiment dans les villes où normalement il n'y a pas le débat de politique étrangère et de défense, donc pas à Berlin, pas à Munich, pas à Francfort ou Hambourg, mais plutôt dans les petites villes rurales. Ils ont organisé des forums, des tables rondes pour discuter avec la population des questions de défense. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Il en faut beaucoup plus. Et il faut, et ça, je reviens à ce que j'avais dit concernant notre relation avec nos partenaires, il faut une communication claire. Il faut ne pas cacher la vérité des gens, il faut dire aux gens ce qui est la réalité, il faut dire aux gens qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation dangereuse en Europe et dans le monde. Et après, je pense qu'il y a une vraie chance de pouvoir sensibiliser la population allemande. On a partout en Europe une montée des partis nationalistes. Ici en Allemagne, l'AfD n'a jamais été aussi forte, aussi puissante. Elle a le soutien quand même d'un électeur sur 5. Jusqu'à présent, Friedrich Merz, quand il parle de défense, quand il annonce des milliards pour l'armée allemande, immédiatement, il dit que c'est pour renforcer en fait la défense européenne. Mais quand même, pour l'instant, on n'a pas eu de sa part réellement de propositions concrètes pour avancer sur une défense européenne. En gros, c'est un acte unilatéral et pas du tout quelque chose qui est fait en concertation avec les autres. Et du coup, que répondre à tous ceux qui en Europe pourraient commencer à s'inquiéter de ce réarmement allemand ? Évidemment, je pense à la France, je pense à la Pologne, 2 pays qui le savent très bien. À chaque fois qu'ils ont eu à leurs frontières une Allemagne qui se remilitarisait, qui était puissante militairement, ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Le problème en Allemagne, ce n'est pas que l'Allemagne est trop forte, le problème c'est plutôt que l'Allemagne est trop faible en ce moment-là. Donc on est encore vraiment loin d'une situation où a une puissance militaire allemande au centre de l'Europe. Mais quand même, tu as raison, s'il y a ces doutes, c'est aussi à l'Allemagne de maintenir la confiance vis-à-vis ses voisins. Il y a un réarmement en Europe, on le voit déjà, ça ne va pas changer. Ça veut dire que c'est encore plus important qu'on garde des canaux de communication, qu'on reste en contact, qu'on parle, qu'on crée la confiance. Parce que la méfiance entre des pays armés, c'est jamais une bonne histoire. Justement, vous avez reçu récemment à la Fondation Genshagen un groupe de jeunes diplomates polonais, français et allemands. Je crois. Si j'ai bien compris, c'était surtout pour des échanges informels, mais ça reflète quand même une vraie volonté d'agir entre les 3 partenaires. Concrètement, tu vois le triangle de Weimar jouer quel rôle particulier sur ces questions de défense ? Mi-novembre, déjà, donc après l'élection de Trump, il y avait une première rencontre sur ce format-là à Varsovie. Est-ce qu'on va avancer dans cette direction aussi et approfondir ça ? Je pense que c'était une très bonne initiative du côté du triangle de Weimar et c'est vraiment important de maintenir cette initiative. Ça ne se passera pas seulement dans le cadre du triangle de Weimar parce que les 3 pays seuls, c'est pas assez, mais ils peuvent vraiment être le nucléus, le noyau de cette coalition européenne qui réfléchit à comment on peut dessiner la défense européenne aussi sans l'Amérique, si c'est nécessaire. Effectivement, il y a une nouvelle réunion là, il y a quelques jours à Paris, avec aussi les Britanniques et les Italiens. Donc tout ça, c'est à suivre. Merci beaucoup Tobias Köpf de la Fondation Genshagen pour toutes ces analyses. Si les informations qui circulent à Berlin sont correctes, on aura un accord de coalition d'ici la fin mars. Friedrich Merz a donné 10 jours aux négociateurs pour rendre leur copie. Le podcast avec un K vous racontera tout ça, évidemment. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!